Ah, bravo. Donc aujourd'hui, nous allons euh, entamer le Daf Yud Amoudbet. Page 10, verso Bet. B. On se rappelle comment on fait pour compter des pages de Gemara. On les compte suivant des lettres. C'est pas page 32, page 33, c'est Aleph, Bet, Gimel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de Aleph. La première page, c'est page 2. Pourquoi il y a où est la page 1? Il n'y a pas de page 1. Aucune Gemara, Brachot, Shabbat, Eruvin, Souka, il n'y a pas de page 1. Pourquoi pas de page 1? Parce que la page 1, c'est Yirat Hashem Itzalal. D'abord, avant d'étudier la Gemara, tu dois avoir des Yirat Shamayim. Si tu as des Yirat Shamayim, tu peux étudier la Torah. Mais si tu n'as pas de Yirat Shamayim, à quoi bon étudier la Gemara? Parce que cette Gemara-là, elle ne va rien t'apprendre. Donc c'est pour ça que toujours on a commencé par le Daf Bet. Page Bet. Et on a fait en sorte qu'on les a numérotés Bet A et Bet B. Alors on dit Daf Bet, Amoud, ça veut dire voilà, A et B. Donc là aujourd'hui nous sommes dans le Daf Yud et B. Voilà, on est là. Alors regardons ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est une maths très sympathique. C'est un petit moment sympathique. Itmar, il a été dit. Itmar, c'est-à-dire, c'est comme Amar. C'est comme Amar. Itmar, ça veut dire pas je dis, Amar, je dis. Itmar, ceci a été dit. Il a été dit. Vous voyez? Maintenant, on fait un ulpan. D'accord? Itmar, c'est pas comme Amar, mais c'est pas quelqu'un qui parle. On rapporte des paroles qui ont été mentionnés, qui ont été dit dans le Beth Midrash. Il a été dit, où il a été dit? Au Beth Midrash. C'est-à-dire que c'était quoi le rôle de la Gemara? C'est de ramener toutes les discussions qui ont eu lieu au Beth Midrash pendant l'époque des Tanaïm, des Amoraïm, et tous les gens qui habitaient à cette époque-là. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient Ravina et Ravashi? Parce que Ravina et Ravashi, c'était eux, les deux qui ont compilé la Gemara. Donc ils étaient en même temps, ils étaient des acteurs, et en même temps, ils écrivaient tout ce qui se passait. Ah, il a dit ça, tac. Toi, tu as dit ça, tac. Donc et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ramènent toutes les discussions, toutes les controverses, toutes les questions, toutes les réponses qui ont été dites au Beth Midrash. Donc c'est ça le rôle de Ravina et Ravashi, ils étaient les deux derniers maîtres de la Gemara avant d'avoir terminé la Gemara. Et quand ils ont terminé la Gemara, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le chasse Babi. Donc, Itma, il a été dit au Beth Midrash. Noi Souka. Qu'est-ce que ça veut dire Noi? Noi, c'est quoi Noi? Pas Noi, Noi. C'est quoi Noi? C'est comme quand Zekeli Ve'anveu. Nava, Yafé, Mazenoï. C'est toujours la même notion, c'est-à-dire la beauté. Quelqu'un qui est beau, on dit ou Naé, Adam Naé, il est beau. Adam Yafé, Naé. Donc, Noï Souka, c'est la décoration de la Souka. Donc, comme on l'avait vu la semaine dernière, on avait vu que malgré le fait qu'il y a des dimensions requises pour cachériser une Souka, 1 mètre de hauteur, 70 de largeur et de longueur, il y a un volume, un espace particulier qui a été donné à la Chama Moshe Mishnah, on a amené des versets, etc. Mais dit la Gemara ici, Itmar, il a été dit au Beth Midrash, Noi Souka, lorsqu'on a une décoration de la Souka, En Memaatin Besouka. Ça veut dire quoi, Memaatin? Essayez de me retrouver le shoresh, c'est quoi? Me'at. C'est quoi Me'at? Presque. Me'at. Me'at, c'est presque. Oui, on peut dire aussi ça. Ça existe aussi presque. Mais en vérité, Me'at, c'est Mema'et, petit. Me'at, c'est un petit. Arbe, Me'at. Le contraire de Arbe, c'est Me'at. J'ai beaucoup, j'en ai un peu. Beaucoup et un peu. Arbe, Vemeat. Donc ça veut dire quoi? En memaatim, ils ne rendent pas, ils ne réduisent pas basuka, la hauteur de la souka. Donc ça veut dire quoi? Comme on a vu la semaine dernière, si quelqu'un a une souka qui est juste cachère,
1 mètre de hauteur, pile. Le gars, pile, il a construit une souka vraiment de 1 mètre de hauteur. Et il a mis des décorations sur le scar. Et donc en vérité, lorsqu'il rentre dans la souka, il est un peu cogné par les décorations, parce que déjà 1 mètre c'est déjà juste. Et comme il a mis des décorations sur le scar, donc a priori, si on calcule l'espace restant du sol jusqu'aux décorations, ça va être, on va dire, 90, 95 cm, puisqu'il y a 5 cm de décoration. Il a été dit au Beth Midrash, Noi Souka, la beauté de la souka, merci beaucoup. En memaatim besouka. En memaatim besouka. La souka, malgré le fait qu'on n'a plus l'espace requis alariquement, malgré tout, ça ne pose aucun problème. En memaatim, on ne considère pas que tu as réduit l'espace. Pourquoi? Parce que, comme on a vu la semaine dernière, c'est au contraire l'amélioration de l'habitat. C'est un peu, si vous voulez, on a embelli notre souka. C'est pas que ma souka maintenant elle est moins habitable. Au contraire, quand je mets une décoration dans ma souka, donc la décoration au contraire, elle vient au contraire rehausser ma souka, la rendre plus belle. Comme on sait que dans la Torah il y a une mitzvah, zekeli vanveu. Quand on fait une mitzvah, il ne faut pas une mitzvah simplement, une mitzvah, on va dire, tristonnette. Comment il faut faire? On fait un beau Sefer Torah avec une belle, un beau rideau, pas rideau, une sorte de, oui, une mappa, et on met un manteau, un très beau manteau, on met une belle boîte, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que tout ce qui est fait pour embellir la souka n'est pas considéré comme quelque chose qui nous dérange. Au contraire, ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce qu'au contraire, quand tu rentres, tu dis waouh, quelle belle souka. Bon, c'est vrai que c'est un peu light, mais c'est tellement beau que je fais pas attention à est-ce que c'est vraiment la bonne hauteur ou la mauvaise hauteur. C'est ce que nous dit la Gemara. Itmar, il a été dit au Beth Midrash que Noi Souka, la beauté des décorations de la souka, en memaatim basouka. Ça ne réduit pas la hauteur de la souka. Mais par contre, Amar Ravashi, voilà le Ravashi, on avait dit que c'était Ravina et Ravashi. Amar Ravashi, attention, Umnatsad, mais par contre, si tu as collé tes décorations sur les côtés, sur les murs, à ce moment-là, memaatim. À ce moment-là, les décorations vont te réduire la superficie, la surface minimale qui était 7 sur 7. Donc si tu mets par exemple un cadre, si tu vas mettre un truc comme ça, Zichron Olam, ben, ça prend 3 cm et donc tu vas être. Pourquoi? Et pourquoi on ne dirait pas aussi la même chose, que tout ce qui est beau ne dérange pas? La réponse, c'est si tu rends beau la mitzvah. C'est quoi la mitzvah? C'est le scar ou bien c'est le scar la mitzvah? Souka, ce sera. Donc si tu améliores le scar, ça ne me dérange pas. Maintenant, si tu améliores les murs, bon, les murs non, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est pas les murs. La mitzvah, c'est le scar. Donc il faut améliorer le scar, il ne faut pas améliorer les murs. Donc si tu améliores les murs, tu réduis le mur. Mais si tu améliores le scar, même si tu l'as réduit, c'est pas grave. Parce qu'au contraire, c'est plus beau maintenant. D'accord? Allez, maintenant une petite histoire. Une petite histoire qui va un petit peu rendre plus sympathique ces halachot. Il y avait une fois, dit la Gemara, Minyamin, pas Binyamin. Minyamin. Il y a Binyamin, c'était un des Shvatim, mais il y en a un autre qui s'appelait Minyamin. Et qui était ce Minyamin? Avdé de Rav Ashi. Lui, il était le serviteur de Rav Ashi. Parce que rappelez-vous, à l'époque de la Torah, on avait le droit d'avoir des serviteurs. C'est quoi un serviteur? C'est un goy qui a été acheté comme serviteur et qui est devenu maintenant comme un juif. Mais pas vraiment comme un juif,
il est moitié juif, moitié pas juif. Ça veut dire quoi? Il a certaines mitzvot qu'il doit faire, certaines autres qu'il ne peut pas faire. Par exemple, il doit faire toutes les mitzvot comme les femmes. Mais par contre, il ne peut pas épouser une femme juive. Parce que c'est un serviteur. D'accord? Donc ce serviteur-là, ce Minyamin-là, qui était avdé comme le Eved des Ravashi, qu'est-ce qui s'est passé? Dit la Gemara, It Misha. Qu'est-ce qui s'est passé? It Mishale Ketunta Bemaya. C'est de l'araméen vraiment pur, mais qui veut dire, en araméen, ça veut dire que sa tunique a été trempée dans l'eau. Ça veut dire qu'il avait un manteau, il avait une tunique, et le malheureux, par inadvertance, sa tunique est tombée dans l'eau. Il y avait une flaque d'eau, il y avait un seau d'eau, il y avait une baignoire d'eau, et sa tunique est tombée dans le seau d'eau. Et maintenant, il le sort et dit, maître, qu'est-ce que je fais avec, où je vais l'étendre? Alors, attendez, il n'a pas encore, non, je m'excuse, il n'a pas demandé, justement, il n'a pas demandé à son maître que faire. Et lui, il cherchait un endroit pour la sécher. Qu'est-ce qu'il a fait? Ve'ishtatra ametalalta. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Eureka, j'ai trouvé. Où je vais l'étendre? Il a pris sa tunique et il l'a mis au-dessus du scar pour que le soleil, voilà, il a dit, voilà, c'est super bien pour sécher mon vêtement. Mais est-ce que c'est bien ou pas? Non, parce que, regardez, celui qui s'assoit en dessous de la soukha, et il se trouve juste au-dessus du manteau, là, ou de la tunique, on a déjà dit, rappelez-vous, que celui qui a mis un drap pour se protéger du soleil, ou bien celui qui a mis un drap en dessous pour que les feuilles ne lui tombent pas sur la figure, quelle est la race? C'est pas saoul. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce serviteur? Lui, il ne connaissait pas, comme on l'a dit, que ce n'était pas vraiment un vrai juif, c'était un serviteur, il ne connaissait pas la halakha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa tunique, il a posé au-dessus de sa soukha, il a dit dans 2 heures, je reviens, ça va être sec. Et entre-temps, Ravashi, il arrive. Il dit, Amarle Ravashi, alors je lui dis, mais Ribono Shel Olam, d'allier, on retire-la donc, cette tunique-là. Qu'est-ce que tu me laisses cette tunique sur la soukha? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais il faut la retirer. Pourquoi? Parce que, imaginons-nous, des lol limrou, kam sacré bedavar même kemeltuma. Parce que même si, écoutez bien, même si toi et moi, on sait que tu l'as mis là-haut, et moi, je ne vais pas rentrer dans cette soukha pour manger, parce que je sais très bien que pour l'instant, tu as mis ta tunique en haut pour sécher. Mais imaginons-nous qu'il y a des élèves, il y a des gens qui passent devant la soukha du Rav. Ravashi était immensément grand, faisait partie des maîtres de la génération. Les gens, ils passent et disent, ah tiens, Ravashi, au lieu de mettre des bambous, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis des tuniques. Ah ben tiens, c'est une nouvelle halakha, je ne savais pas qu'on a le droit de mettre des habits sur la soukha. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas se dire, ah oui, il y a un serviteur qui a mouillé sa tunique, et il ne savait pas comment faire pour le sécher, il n'avait pas un sèche-linge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis là-bas pour la sécher, et le Rav, il sait très bien qu'on n'a pas le droit de rentrer, et qu'il viendra manger 2 heures plus tard le moment du repas. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ah ben tu vois, j'étais chez le Rav, et j'ai vu là-bas, il y avait une tunique, donc on a le droit de mettre des tuniques. Ben oui, regarde, j'étais une fois chez le Rav Citruc, et ben il y avait des tuniques là-bas, donc ça, on a le droit. Ben oui. Alors, il dit le Ravashi, vite, enlève-moi cette tunique, pourquoi? Des lo limrou, afin que les gens ne viennent pas dire, qu'à sacré, que chez nous, on utilise comme scar, bédavar, avec une chose, amekabel, touma. Parce qu'en réfléchissant, pourquoi la tunique n'est pas cachère pour faire le scar? Quelle est la raison? Pourquoi elle n'est pas cachère? Pour le soleil. Hein? Par rapport au soleil et Oui, parce que ça couvre, ça ne nous protège pas, ça empêche le soleil de pénétrer. Mais pourquoi ne pas dire qu'un vêtement peut être cachère comme scar?
Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il a en lui, le vêtement, qui nous dérange pour être utilisé comme matériel pour faire l'Oscar? Parce qu'il pourrait être pas considéré comme quelque chose de provisoire. Non, parce que non. Pourquoi? On peut mettre, même si on met des planches qui ne sont pas provisoires, c'est quand même cachère. C'est pas le critère, c'est pas provisoire, pas provisoire. Quel est le critère de quelque chose qui est cachère pour mettre dans le scar et les choses qui sont pas saoules pour faire le scar? Alors, il y a deux critères, on avait vu déjà. Premier critère, il faut que ce soit des choses qui ont poussé sur la terre. D'accord? Et pas, par exemple, des choses qui ont été retirées de la terre, comme les minerais. C'est vrai que c'est dans la terre, mais ça ne pousse pas dans la terre. Ça se trouve dans la terre. C'est extrait de la terre, mais ça ne pousse pas. Donc il faut quelque chose d'abord qui pousse de la terre. Et même si ça pousse dans la terre, ça ne suffit pas. Il faut que tu le laisses naturel. Mais les choses qui poussent dans la terre, si tu vas les travailler et tu vas en faire quelque chose qui est devenu un objet, ça ne devient pas saoul. Alors, le vêtement, il tombe sur quelle interdiction? Est-ce qu'il provient de la terre, oui ou non? Alors, bravo. Alors, des fois oui, des fois non. Nos vêtements qui sont faits en synthétique, non. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de synthétique. Ils avaient du coton, ou bien de la laine, ou bien maximum du lin. Ils n'avaient pas d'autres produits. D'accord? Donc, en réalité, le vêtement, par rapport à le produit, le vêtement, par rapport à sa consistance, c'est quoi? C'est quelque chose qui pousse dans la terre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce vêtement-là, on va prendre un exemple qu'on a utilisé du lin. Donc, si quelqu'un prend des fibres de lin ou bien des feuilles de lin, il met sur sa souka, c'est cachère. Mais le fait qu'il les a tissés et qu'il en a fait un vêtement, automatiquement, le vêtement, malgré le fait qu'il provient d'un produit cachère, mais le fait que tu l'as maintenant travaillé, changé, tu en as fait un vêtement, il devient inapte à la souka. Parce qu'il faut deux conditions pour que ce soit cachère. Premièrement, c'est un produit naturel qui provient de la terre, qui a poussé sur la terre. Et deuxièmement, même si c'est un produit naturel, il faut qu'il reste bio, naturel. Mais si tu le transformes et tu en fais un ustensile, tu fais un sac, tu fais une table, tu fais une chaise. Par exemple, je prends un exemple. Si quelqu'un, il a une très belle table, d'accord, en bois massif, de merisier, que demande le peuple, d'accord. Maintenant, il a dit, j'ai pas de scar. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de bambou, il n'a rien trouvé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va démonter un pied, 2 pieds, 3 pieds, et le met. Est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Pourquoi? Et bravo, c'est un produit manufacturé. Et même si tu le démontes, parce que ma question était encore plus, parce que si tu prends la table et tu mets sur la souka, c'est sûr que non, parce que c'est un ustensile. C'est un ustensile, ça veut dire que c'est un ustensile, ça veut dire que c'est un objet. Mais même si après tu le démontes, ou bien tu le casses, par exemple, quelqu'un il va prendre une table, il va la casser en 1000 morceaux, et il prend des petits morceaux et il les met là-bas. Ça ne marche pas. Parce qu'un shever keli, ça devient aussi passé. Donc attention, quand on fait la souka, c'est pas n'importe quel bois qu'on peut utiliser. Un bois qui a déjà servi comme une table, une chaise, une armoire, on ne peut pas l'utiliser. Par exemple, si vous avez une armoire, voilà, par exemple des étagères, et vous voulez prendre des étagères comme ça, dit voilà, je n'ai plus besoin de ça, je vais scier quelques étagères, je vais faire des lattes comme ça. Je prends une étagère, je n'ai plus rien à faire, au lieu de la balancer, je vais la scier, je vais faire des petites lamelles comme ça, tac, 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 de 2 cm comme ça, et je vais le mettre sur ma souka. C'est du bois, cachère. Non, ça ne marche pas. Parce qu'une fois, en fait, il faut savoir la provenance du bois. Est-ce que ce bois, il vient d'être, il vient de la forêt, il vient d'un arbre, donc c'est cachère. Mais si ce bois, il vient de la forêt, il vient de l'arbre, mais il a été transformé d'abord en un keli, en un meuble, en un objet, même si après tu lui enlèves la fonction objet, il restera toujours inapte. D'ailleurs, regardez bien la question qu'on a demandée au Chazon Ish. Parce
que déjà à son époque, les gens ils faisaient la lia. Vous savez qu'à l'époque, comment on faisait la lia, c'est pas aujourd'hui que c'est la même chose. Donc on mettait ces meubles, on mettait voilà, tout ce qu'on a dans la maison, voilà, la télé, tout, etc. On la mettait dans une sorte de boîte en bois. Ça s'appelle un cadre. Aujourd'hui, bon, c'est des containers en fer, mais aussi des fois, ça arrive qu'on fait, je crois encore, hein, qu'on fait avec du bois. Donc on prend du bois, on va dire, voilà, nature, hein, C'est brut. brut, et tac, 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 ils font une petite boîte, tac, ils mettent tout dedans, 2 mètres cubes, 5 mètres cubes, 10 mètres cubes, hop, ils te le mettent dans un conteneur et ils tombent. Et après, quand tu vas arriver à Ashdod, là-bas, à Haïfa, le gars, il a le camion, il te le prend, il te le pose devant chez toi, et il te fait monter là, voilà, il te prend des ménageurs, et des fois, à l'époque, ils ne savaient pas quoi faire avec cette boîte, il te la laissait devant la maison. Je ne peux pas faire ta soupa parce que c'était une boîte. Bravo. Bien que c'est du bois brut, c'est pas du bois travaillé. Mais qu'est-ce qu'on a avec ce bois? Tu as fait une boîte. Une boîte, c'est quoi une boîte? Une boîte, c'est un kéli. C'est quoi une boîte? Quelle est la différence? Il y a une armoire, une boîte, des étagères, c'est la même chose. Et donc, tout ce qui était une fois un kéli, un objet qui était mékabel tout parce qu'il a un réceptacle, c'est quoi un kéli? Quelle différence y a-t-il entre le bois et le bois qui est devenu un kéli? Un kéli, ça veut dire que c'est un réceptacle. Voilà, une armoire, c'est pour ranger des choses. Une étagère, pour mettre des livres, etc. Ce truc-là, c'est pour mettre des objets. Tout ça, ça devient tamé. Maintenant qu'on a bien compris. Même si on avait la kavana avant, que ça pourrait dans un second temps servir comme la niche, par exemple, qu'on avait vu. Oui, mais on peut pas. Dès qu'une fois ça a servi pour quelque chose qui est tamé, on ne peut plus faire marche arrière. Même si tu dis, bon, je veux jusqu'à janvier l'utiliser à ça, et à partir de janvier, je change de fonction de mon bois, non. Si ton bois, il a servi une fois à être un ustensile, un keli, tu ne peux plus faire marche arrière. Que pour le scar. Que pour le scar, évidemment. Oui, parce que je peux l'utiliser pour embellir ma. Ah oui, mais pour pouvoir, pour que... Alors maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ce fameux serviteur, Minyamin, il s'appelait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un vêtement, une tunique. Bon, le vêtement, j'imagine qu'il était en lin, en laine, en coton, mais quelque chose qui était naturel, qui était soit quelque chose de cachère. Mais le fait qu'on en a fait un vêtement, maintenant, on le pose au-dessus de la souka, quel est le problème? C'est quoi? C'est pas qu'il n'est pas naturel. Il est naturel, mais il est mékabel touma, parce qu'un habit, c'est comme une armoire. C'est un objet. C'est pas des fils. C'est pas des fibres, c'est pas des fils. Si on prenait le lin, la laine en nature, on peut la poser. Parce que à ce moment-là, c'est des choses naturelles qui ne sont pas mékabel touma. Mais le fait que ce lin, cette laine, ce coton, tu l'as transformé en objet, automatiquement, c'est que la Gemara dit c'est Mekabel Touma. Et si c'est Mekabel Touma, tu ne peux pas utiliser ça comme scar. Et les gens, ils vont pas imaginer, peut-être en dessous cette tunique, il y avait du scar. Et simplement on l'a posé là pour sécher. Les gens, ils vont passer, ils vont dire, j'ai pas compris, t'as vu ça? T'as vu là-bas, ils mettent des tuniques, ça c'est une nouveauté là. En 2015, on a dit qu'on a le droit de mettre des tuniques. On a mis le drapeau d'Israël là-haut. On a le droit, le drapeau d'Israël, on a le droit. Les autres choses, non, mais le drapeau d'Israël, oui, on a le droit. Alors ils ont dit, enlève-moi ça tout de suite. Il lui a dit à le maître, Ravachi, il a dit à son serviteur. Et s'il est façonné juste pour le toit? Hein? Et si le scar il est façonné mais juste pour le toit, il est travaillé? Le scar, Ouais, le tissu. comment il est fait? Aujourd'hui, on rencontre des scars qui se vendent, qui se déroulent. Oui. Non. Ça, les scars qui se déroulent, ce sont tous des choses naturelles, n'ont pas été... Y compris le lien. Hein? Alors voilà, justement. Maintenant, dans ces fameux tapis-là, il y a 2 problèmes. Premier problème, c'est comment ils tiennent entre eux. Alors, au départ, on mettait du fer. Donc, le fer, c'est le fer qui va faire en sorte que ça ne s'envole pas de tous les sens. Donc, en réalité, comment tu peux avoir du scar grâce à du fer? Parce qu'enlève-moi le fer, tu verras que tout va s'envoler. Donc, c'est le fer qui fait que ton scar devient cachère.
Mais le fer, c'est quelque chose qui n'est pas qui est Mekabel Touma, premièrement, et en plus, il pousse pas dans la terre, mais il est extrait de la terre. Donc c'est pas soul. Maintenant, ils ont fait quelque chose de mieux. Ils ont dit non, on va prendre comme Tarzan là, comment ça s'appelle ces fils? Des lianes. Ils ont fait ça. Et ils ont attaché ça avec des lianes. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Mais c'est quand même façonné. C'est façonné, mais c'est pas un kéli. Ah, c'est pas un kéli. Parce que c'est un tapis. Un tapis, c'est pas un kéli. Alors que là, on parle d'une tunique. Une tunique, c'est quelque chose qui... Mais un tapis, il n'y a pas de xéra. Parce qu'un tapis, c'est plat. Il n'y a pas quelque chose qui est... Si dans le tapis, tu fais un rebord, si tu fais un rebord pour pouvoir poser des choses, comme tu vois, des fois chez les Arabes, comme ça, ils ont comme ça une sorte de petite tapis, mais qui remonte, où ils posent là-bas des choses. Alors à ce moment-là, ça, c'est pas bon. Comme un panier en osier. Tu vois un panier en osier, ben, il y a un petit rebord. Donc c'est pas soul. C'est un kéli. Mais si c'est tout plat, c'est pas de kéli. C'est pas de kéli, c'est caché. D'accord? Alors le Minyamin, là, il avait très très honte. Il s'est dit, oh là là, je me suis fait avoir, oh là là, il va me massacrer mon rab et tout, mon maître. Alors il a dit, mais non, Vea Kachazoulé de Retiva. Il dit, mais je comprends pas comment les gens, ils peuvent imaginer que vous, rab, vous avez mis comme scar une tunique. Mais il voit bien, ils sont en train de tomber de l'eau. Donc tout le monde a bien compris que c'était juste momentanément, parce que c'était une tunique qui était complètement pleine d'eau. Donc ils ne vont pas se dire, ah, le Rav, il a utilisé une tunique pour faire du scar. Ils ne sont pas fous, ils voient que ça coule de tous les côtés. Donc, il dit, c'est pas grave, laissons-le là, cette tunique-là sur place, séchée. On ne mange pas évidemment en dessous, parce que si on mange en dessous, c'est pas saoul. Et toi, tu as peur que les gens, ils voient, ils vont imaginer que c'est caché une tunique, mais non, ils ne vont pas imaginer. C'est ça qu'il a dit. Il est quand même il est intelligent, hein, le petit Minyamin. Là. Il répond à Vachi, il dit non. Les chiyavshaka minalar. Mais moi, je te dis que d'accord. Comment on fait pour sécher un vêtement? Alors, ça prend, on va dire, 2 heures pour sécher un vêtement. 1 heure, 2 heures, peu importe. Au début, ça coule de l'eau. Et après, à la fin, c'est sec. Mais entre le début et la fin, il y a plusieurs stades. Ça commence à sécher. Et quand est-ce que les gens ils vont voir? Est-ce que les gens ils vont le voir au départ? C'est vrai, quand c'est en train de couler, tout le monde va comprendre que c'est pas fait pour un scar. Mais imagine-toi un instant qu'ils arrivent au moment où c'est pas sec, mais au milieu. C'est sec, hein. C'est sec ça. Ils vont pas imaginer que c'est mouillé. Donc il a dit à Ravachi, mais moi je peux pas laisser ça. Parce que peut-être pendant 5 minutes c'est bon, 10 minutes, mais après, il n'y a plus de gouttelettes qui va couler. Donc les gens ils vont voir, mais c'est sec, ils vont pas monter en haut du scar, ils prendre une échelle pour voir si c'est mouillé, pas mouillé. Donc eux, si ça coule, ils vont dire, bon, c'est normal, ça coule, c'est pas grave. Mais quand ça coule plus, ils vont se dire que c'est sec, alors que c'est vrai pas sec. Donc il a dit, enlève-moi ça, parce que on ne peut pas jouer comme ça, 5 minutes oui, 5 minutes non, quand c'est sec oui, quand c'est sec non. Quand est-ce que ça devient sec? Est-ce que les gens vraiment ils vont comprendre que c'est sec, pas sec? Donc Ravachi il a dit, enlève-moi ça. Et voilà, donc on a bien compris cette petite anecdote pour nous dire comment à l'époque ils faisaient très attention à leur souka et que c'est incroyable comment même les serviteurs, ils étaient vraiment chachamim. Allez, encore une petite Gemara. Dit la Gemara, encore une fois, on est toujours dans la décoration. Itmar. Cette fois-ci, on a dit que même si on met une décoration et que ça amoindrit les 10 tfachim, le mètre qui est minimal, la hauteur, c'est pas grave. Parce que tout ce qui est fait pour embellir, c'est pas grave. Même si tu n'as pas 10 mètres, 1 mètre, 10 tfachim, c'est pas grave. Maintenant, un autre cas. Itma, il a été dit au Beth Midrash, Noi Souka. C'est-à-dire Noi, ça vient de quel mot? Nae. Noi, c'est Nae, comme Yafé. D'accord? Souka. Amouflagim mimena arba'a. Voilà, rappelez-vous ce qu'on avait parlé la semaine dernière. On a dit que tout ce qui vient embellir la souka, ça ne nous dérange pas. Au contraire,
il faut embellir la souka. La souka, c'est comme le Sefer Torah, c'est comme les tefillin, comme la mezouza. Il faut prendre une belle mezouza, il faut prendre des belles tefillin, il faut prendre un beau Sefer Torah. Maintenant, on dit la Gemara, mais attention, à quelle distance tu vas mettre tes décorations? Si tu les mets à même le scar, c'est sûr, c'est une décoration du scar. Mais si, imagine-toi que tu as 40 cm du toit, du scar, et tu mets une guirlande qui pend du scar, mais qui pend à plus de 40 cm du scar, est-ce que ça décore le scar ou ça décore la souka? C'est sûr que ça décore la souka. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'elle fait une partie prenante du scar? Mais non, c'est pas une décoration du scar, c'est une décoration, c'est comme un cadre. Le cadre, ça décore la souka, mais ça décore pas le scar. Quand tu mets décoration de plus loin, éloigné de 40 cm du plafond, est-ce que ça décore le scar ou bien ça décore la souka? Ça veut dire l'espace souka, mais pas le scar. 40 cm, alors quand elle est collée, c'est sûr que c'est le scar. Alors tu décolles un peu moins, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm. On est arrivé à 40 cm et à ce moment-là, il y a une discussion. Dans les mots, Itmar, il a été dit au Beth Midrash, Noi souka, les décorations d'une souka, Amouflagim mimena, qui sont séparées d'elle. C'est quoi d'elle? De la souka, du scar. Arba'a, 4 farim, 40 cm, il y a la décoration, elle est 40 cm plus bas que le scar. Alors qu'est-ce qu'on fait? Marloket, Rav Nachman Amar, Kasher, Rav Chizda Berabba Bar Chana, Baravuna Amar Psula. Rav Nachman lui dit, c'est kasher. Pourquoi? Parce que tout ce qui est pendu sur le scar, ça fait partie du scar. Même si tu es à 40 cm du toit, mais c'est pas grave, c'est la décoration du toit. Alors que Rav Chizda et Rabba Baravuna 2, qu'est-ce qu'ils disent? Après, ils ont dit ensemble, pas soul, c'est pas soul, parce que ça n'a plus rien à voir avec le toit. Ça a à voir avec la souka. Ça fait une très belle, voilà, l'espace souka, elle est très, très belle. C'est un très bel espace. Mais, c'est pas une décoration du toit. C'est de la même manière qu'il y a une décoration des murs, il y a une décoration du toit, il y a une décoration de l'espace. Ravuna, il dit non. Si tu l'éloignes du toit jusqu'à de 40 cm, ça n'a plus rien à voir avec le scar. Et donc, c'est pas soul. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que lorsque je me mets ma tête sous je prends une super guirlande comme ça sur ma tête, des super guirlandes. Donc quand je suis là, je suis en train de faire la souka, je fais la bracha, je fais le baour adagem, des chefs basouka. Non, les chefs guirlandes, pas les chefs basouka. Les chefs bar guirlande, c'est pas dans la souka, mon vieux. C'est qui te protège, la guirlande ou la souka? Si la guirlande, elle est collée au scar, au plafond, si la guirlande, elle vient embellir le plafond, le scar, alors ah oui, parce qu'on a dit tout ce qui embellit, c'est le contraire, c'est le scar qui devient beau. Le scar, il devient beau. Imaginez-nous, je vois un exemple, hein. C'est quelqu'un qui va peindre le scar, il va faire un très beau scar. Il va le peindre. Il va prendre un décorateur, il va commencer à faire des décorations dans le scar lui-même. Au contraire, bravo, ça fait un super scar. Bravo. Zekeli Van Veo. Noi, ça fait joli. Mais lorsque tu sépares la décoration du scar de 40 cm, quel rapport y a-t-il entre la décoration et le scar? Donc en réalité, la décoration, elle est là, elle fait presque écran entre toi et le scar, parce qu'il y a toi en bas, le toit là-haut, et au milieu, il y a la guirlande. Donc il dit, Rav Chizda et Rabba Baravuna, niet, pas soul.
Pasoul. Et maintenant, chacun d'entre eux vont essayer de défendre leur thèse. D'accord? Alors on va voir. Rav Chizda ve Rabba Baravuna. Un jour, Rav Chizda et Rabba Baravuna. Donc rappelez-vous, eux, ce qu'ils disaient quoi? Pasoul. Hein? Ils disaient Pasoul. Ils disaient non, on ne peut pas s'asseoir sous une décoration qui est éloignée du scar de 40 cm. D'accord? Un jour, Rav Chizda et Ravuna et Rabba Baravuna, ils sont arrivés, les B c'est la maison comme Baït, Resh, c'est comme la tête, le roche de Galuta. C'était quoi la maison de l'exilarque? Alors l'exilarque, vous vous rappelez, c'était quoi? Parce qu'à l'époque, les Juifs, ils habitaient en Babylonie. Et en Babylonie, il y avait l'empereur, le roi, voilà. Il avait nommé des responsables des Juifs. C'est comme au Maroc. Au Maroc, il y a le Beddin des Juifs, c'est considéré comme étant, ça fait loi. Ah ouais, tu vas même les Arabes, ils vont chez le Dayan juif pour être jugés, parce que ce que dit le Dayan juif, ça fait partie de la loi qui est applicable dans ce pays. C'est incroyable, hein? Et au contraire, le Dayan, parce que j'ai un copain qui est là-bas, le Dayan juif là-bas, il dit qu'il a énormément de travail, parce que tous les Arabes viennent chez lui. Pourquoi? Parce qu'ils disent, moi je sais que les Juifs ne prennent pas des sous-tables. Alors que chez les autres là-bas, quand on va chez eux, on ne sait pas, parce que l'autre il a donné shochad, il a donné trucs. Non, moi on sait que chez vous ne prenez pas de shochad. Alors il y avait ce qu'on appelle le Resh Galuta. Alors ils arrivaient, évidemment c'était la fête de Sukkot, et ils viennent lui rendre visite, ils viennent voir ce fameux Resh Galuta. Des grands maîtres viennent voir, parce que lui c'était un prince, c'était comme le prince des Juifs. C'était lui qui était le porte-parole des Juifs par rapport au gouvernement de l'époque. Resh Galuta, ce qu'on appelle. C'était un Juif qui était responsable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'était Sukkot. Donc ils ont passé une belle après-midi ensemble. Arrivé le soir, il dit, allez les amis, je vous ai préparé une belle soukha, des bolis, venez, il les a fait rentrer dans sa soukha, qu'il avait préparée pour eux spécialement. Les deux grands maîtres sont venus le voir. Allez-y, voilà votre lit, bechavod, demain matin. Et bonne nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Agninehu, Rav Nachman, Besouka, Shenoya, Moufleget, Mimena, Arba Tfachim. Il rentre dans la soukha, et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur Resh Galuta, il leur a fait une soukha magnifique, merveilleuse, de Mamach, dernier cri, 2015, mais le problème, c'est que les guirlandes, ils étaient éloignés de 40 cm du toit, du scar. Et leurs lits, ils étaient Mamach sous les guirlandes. Comment je fais? Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Où je vais dormir? Où je vais dormir? Il ne peut pas dormir. Parce que, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils disaient eux? Que si les guirlandes, ils sont éloignés de 40 cm, alors est-ce que ça s'appelle une décoration ou non? Non, c'est pas une décoration. C'est une décoration pour la soukha, mais pas pour le scar. Donc c'est pas soul. Donc on mettait où tu dors sous quoi? Sur les guirlandes, c'est pas soul. Et Resh Galuta, il leur dit, allez bechavod, allez-y. Et en plus, d'un côté, ils étaient très gênés. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire non. Tu ne vas pas dire non. De l'autre côté, c'est pas soul. Comment tu fais? Tu vas chez quelqu'un, oh, je ne sais pas quoi faire, je vais pas, je dors pas cette nuit, je fais la veillée, je fais la veillée de Shavuot. On n'est pas Shavuot, on est sous côte là, trempé là ou quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, le mieux, ishtiku, comme shtika, silence. Ils sont restés silencieux. Vélo amroulé, vélo midé. Et ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit du tout à ce Resh Galuta. Mais en vérité, ils ne savaient plus quoi faire. Amar Léo, alors Rav Nachman, rappelez-vous, Rav Nachman, on avait dit au départ, Oui, il a dit caché. lui disait kasher. Alors il s'est bien moqué d'eux.
Et vous avez, alors il a dit, attendez, cette nuit-là, vous avez dormi où là? Vous avez dormi où? À l'hôtel? Non, à l'hôtel, Shalom, Soukot, tu vas dormir à l'hôtel. Où tu as dormi? Tu as dormi chez toi à la maison? Mais non, ouais, c'est Soukot, tu dors à Souka. Et quel Souka vous avez dormi? Ben, chez Ashgaluta. Et Ashgaluta, comment c'était chez vous? Ben, il y avait des guirlandes. Combien il y a d'espace? Il y avait 40 cm. Et où tu as dormi? Ah, tu as dormi dans la Souka? Alors quoi? Vous vous moquez de moi. Vous bagarrez avec moi pour vous dire que c'est pas saoul. Et lorsque ça arrive, un cas où c'est sûr que c'est dur, parce que vous pouvez pas dire non. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dormi dans la Souka. Alors quoi? Vous avez changé d'avis. C'est-à-dire que c'est beau de dire des belles phrases si on ne sait pas accomplir ce qu'on dit. Alors c'est mieux de se taire. D'accord? C'est comme tout le monde dit. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. D'accord? Ça compte pas ça. Alors tu as dit quelque chose, ben, il faut le faire jusqu'au bout. Amar Léou, alors d'une manière ironique. Amar Léou, Amachman, c'est bien moqué d'eux. Amar Léou, Adur Be'ur Abanan, Mishmartayu. Est-ce que les sages se sont revenus sur leur position? Vous vous moquez de moi. Parce que vous vous êtes battus, combattus pour, pour dire que non, c'est pas saoul, on n'a pas le droit d'aller là-bas, on n'a pas le droit. Et vous y allez. Mais si tu sais pas saoul, tu dois, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut dire, écoutez, je suis désolé, je dois partir, j'ai reçu un coup de fil, je dois partir, je peux pas rester, dormir chez vous. Mais fais quelque chose. Tu peux pas dire que c'est pas saoul et toi tu y vas. C'est pas possible. Imaginez-vous, vous dites, c'est pas cachère ça, et tu le manges. Alors, si c'est pas cachère, tu peux pas le manger. Imaginez-vous, Beth Shammai et Beth Hillel. Alors Beth Shammai, il va dire, voilà, ce produit, c'est pas cachère. Et Beth Hillel dit, oui, c'est cachère. D'accord. Maintenant, Beth Shammai, ils disent, c'est pas cachère. Ils arrivent, bon, ils ont pas beaucoup à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mangent. C'est pas normal. Comment tu peux manger ça? Il dit, non, mais c'est pas grave, il y a Beth Hillel qui dit que c'est cachère. Mais toi, qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis que c'est pas saoul. Tu sais pas cachère, tu peux pas manger. Alors quoi? Vous moquez de qui, là? Vous avez changé d'avis? Non, vous n'avez pas changé d'avis. Et quand vous allez rentrer, vous allez hurler, dire que c'est pas saoul. Mais vous le mangez. Vous dormez dans la souka. C'est pas possible, ça. C'est pas normal. Si la souka, elle est pas saoul, vous n'avez pas le droit de dormir. Et bien, qu'est-ce que tu fais? Comme j'ai dit, tu passes la nuit debout, hein. Il faut du couper un bout de la guirlande. Et tu sais, si tu touches à Souka du Rosh Galuta, tu risques de passer 3 nuits en cachot, dans le cachot cette fois-ci. Non, Rosh Galuta, c'était pas un religieux, c'était un homme, c'était pas un rave. Rosh Galuta, c'était honorifique, c'est un titre. Voilà, un noble. C'était un titre honorifique, et les gens, ils avaient peur de lui. C'était, parce que, comme on a dit, il avait le droit de vie, de mort, etc. Donc, il te dit, moi, je te prends cette Souka, bon, tu dis que c'est pas caché. Et en plus, tu peux même pas lui dire, écoute, c'est pas caché, quoi, c'est pas caché. Ça veut dire, c'est pas caché, ok, c'est pas caché, dégage. Mais tu viens chez moi, tu manges ce que je te donne. Tu dis pas, le gars, il vient chez le bonhomme, il dit, voilà, tu peux m'inviter, ouais, d'accord, tu peux passer le cédar avec toi, ouais. Alors tu arrives chez toi, tu arrives chez le cédar, tu dis, écoute, tu sais, tes matos, ils sont pas cachés. Le vin, non, je prends pas ce vin. Tu sais, le repas, non, il est pas bon. Tu sais, la viande, elle est pas cachée. Alors, pourquoi tu viens chez moi? Ah ben, chez toi. Tu peux pas en même temps accepter l'habitation. Et quand tu es chez moi, tu commences à me faire la cisanie chez moi. Tu commences à incendier la maison. Alors écoutez bien comment ils ont répondu. Ils sont des pros. C'est difficile à répondre à cette question. Hein. Alors, c'était d'une manière ironique. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous moquez de moi? Vous êtes en train d'incendier le Beth Midrash en disant que c'est pas saoul. Et vous êtes parti dormir là-bas. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu là-dessus? Jean-Paul, qu'est-ce que vous avez répondu là-dessus? On a le droit qu'ils vont sauver leur vie en... Non, c'est pas piquant en effet. Par exemple, non, mais c'est pas, il fallait rester toute la nuit debout. C'est pas la source. C'est assour gamour, dormir dans une souka qui est pas saoul. C'est assour gamour. Bon, quand il fait froid, on dit, bon, là, aujourd'hui, quand il fait froid, on peut pas dormir, etc. Mais c'est en Israël, quand il fait hyper chaud, on a une super souka. Ils se sont pas mis en dessous, les... Bravo. On peut dire qu'ils ne se sont pas mis en dessous. Ils ont poussé le lit dans le coin là-bas. Ils ont dormi sous. Mais pour ça que Rashi, il évacue ta réponse. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'était pas des guirlandes, c'était carrément un drap que le gars il a mis, qui faisait tout l'espace. Il pouvait même pas s'arranger pour aller dormir sous un petit coin.
Écoutez là comment ils sont forts la Gemara. La vérité, la Gemara nous dépasse. Moi, j'aurais jamais trouvé ça. Amroulé, ils lui ont répondu, mais non, mon cher ami, Anan, shluchem mitzvah Anan, uptorim minasuka. Mais tu dis, qu'est-ce qu'on est venu faire chez Rej Galuta? Tu crois qu'on est venu passer un après-midi comme ça, sympathique mais non, parce que nous, on est venu chez lui pour le supplier d'être ce qu'on appelle Pidyon Shvuyim. C'est quoi Pidyon Shvuyim? C'était comme on a dit qu'il avait le droit de vie et de mort. On est venu l'implorer qui fait sortir quelqu'un qui était en captivité, qui était en prison chez les autorités. Et lui, il avait la possibilité d'avoir son mot à dire, en tout cas essayer de le faire sortir de prison. Et donc, nous, en réalité, quelqu'un qui a une mitzvah, qui est pris, donc il a une mission noble d'aller sauver quelqu'un de vie, de mort. Parce qu'à l'époque, celui qui était en prison, c'était fini pour lui. Quoi. Il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait rien du tout. Le gars, la seule chose qui reste à faire, c'est de compter les jours pour mourir. Donc nous, on est venus pour t'implorer, toi, Rej Galuta, que tu interviennes devant le gouverneur pour qu'il fasse sortir cette juif-là de prison et lui sauver la vie. Donc nous, c'était ça notre leitmotiv. Non, si c'est ça moi ce que je suis en train de faire, si je dors dans un hôtel, dans une soukapsula, que je dors dans la rue, je fais plus attention à ça. Parce qu'il y a une règle dans la Torah qui dit « Osek be mitzvah, patour na mitzvah ». D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que regardez dans la Torah écrit « Beshorvecha ufkumecha, ublertecha baderer ». Lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves et lorsque tu vas dans le chemin, « Beshorvecha ufkumecha, ublertecha baderer ». Ça veut dire quand tu fais des choses personnelles, tu dois faire le schéma. Mais quand tu te couches pour Hachem, quand tu te lèves pour Hachem, lorsque tu es dans un chemin pour Hachem, c'est-à-dire quoi pour Hachem? Pour faire une mission de vie, de mort, de sauver quelqu'un de la sentence, tu ne dois pas faire le schéma. Tu ne dois pas faire la Harvit, tu dois pas faire Shacharit. Tu ne dois rien faire. Tu te concentres à ta mitzvah et tu oublies tout. Ne fais pas le religieux. Tu dis non, je dois mettre. Ne fais pas de filine. Ne fais pas la prière. Tu fais rien. Maintenant, tu dois préoccuper de sauver la vie de cet homme-là. Alors, pousse. Attends, dans 20 minutes, je reviens, je fais Arvit. Pas d'Arvit, laisse tomber Arvit. Il n'y a pas d'Arvit. Non, 5 secondes, je vais. Il n'y a pas. Tu fais une mitzvah, oublie toutes les autres obligations. Parce que la Torah dit Beshorvecha. Lorsque c'est quelque chose qui est personnel. Shelcha. Shorvecha, c'est Shelcha. Shochev, Shelcha. Ufkumecha, c'est Kima, Shelcha. D'accord? Donc, lorsque tu vas qu'à tes propres occupations, tu es tenu à faire le schéma, à faire la tefila, à mettre les tefilines, à faire. Voilà, par exemple, quelqu'un qui doit s'occuper de garder un malade. Ou bien quelqu'un, lo alenu, qu'Hachem nous protège, doit aller s'occuper de garder quelqu'un qui est niftar. Il ne fait pas vite. Il n'y a pas de mitzvah. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir le remplacer, oui. Tant qu'il lui fait de telle heure à telle heure, il peut, après il est libre. Mais imaginons-nous qu'il doit passer toute la nuit, eh bien il ne fait pas. Il ne fait pas de vite. Il s'occupe le bien-être d'un malade. Il s'occupe du bien-être de sauver une personne. Donc ils disent, maintenant nous, on s'occupe de sauver cet homme-là qui est en prison chez les autorités. On est venu chez toi pour te soudoyer, pour essayer de négocier avec toi que tu ailles le sauver. Donc nous, souka, pas souka, on ne regarde plus souka. C'est fini la souka. Le jour où cet homme-là sera sorti de prison, on fera la souka. C'est beau, hein, ça. Hein, c'est très, très, très fort, ça. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une vraie histoire, parce que pour vous concrétiser que j'ai vécu ça lorsque j'avais 17 ans. C'est un peu, je vais raconter une histoire. Il y avait une fois, ici en Europe, un grand rave. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Il s'appelait le Rav Moshe Soloveitchik. C'était un rave qui habitait à Zurich, en Suisse. C'était un grand rave. Un méga rave. Et un jour, en France, à côté, en Alsace-Lorraine, il y a eu une réunion de toutes les écoles de Otsara Torah.
Ozar Torah, 13e. Vous connaissez Ozar Torah? Un grand, comme ça, à Toulouse, l'école de Toulouse, c'est Ozar Torah. Et il y avait comme ça, c'était au départ, c'était au début voilà, quand ils étaient en train de fonder toutes ces écoles-là. Et il y avait tous les directeurs et les responsables de ces écoles-là, ils se sont réunis pour faire une réunion parce qu'il y avait beaucoup de problèmes qui devaient être réglés, parce que c'était le début, et il y avait beaucoup d'élèves, etc. On ne savait pas exactement comment gérer, etc. Donc ce Rav-là, le Rav Moshe Soloveitchik, il est venu de Suisse pour gérer toutes les difficultés qu'il y avait dans ces écoles. Et moi, j'étais présent là-bas. J'étais là-bas. Ouais. Et on a commencé la réunion à 15h. 15h, on a commencé la réunion. 15h, 16h, 17h, 18h, 19h. 19h30, c'était Mincha. Après, il n'y a plus de Mincha. 19h30, 19h. Alors, il y en a un qui dit au Rav Moshe Soloveitchik, qui dit, bon Rav, ça veut dire 3 heures, on a 4 heures, ça faisait 4 heures. On n'en peut plus, vous savez quoi? On va s'arrêter, on va faire Mincha, et on reprend. Il a dit non, c'est pas comme ça. On est là, on n'est pas en train de s'amuser, on est en train de gérer l'avenir de nos enfants. Il n'y a pas de Mincha. Il n'y a pas de Mincha. Et c'est tous des barbus, des raves, c'est pas des gens qui ne faisaient pas Mincha. Pas de Mincha. Et le Rav, qui était un grand Rav, il n'a pas fait Mincha. Et tous les gens, ils n'ont pas fait Mincha. Personne n'a fait Mincha. Et après, 20h, 21h, 22h, il y avait des problèmes, je ne vous dis même pas. Ouais. C'était tout, il fallait tout restructurer. Mais regarde comment ça marche aujourd'hui. Il y a des milliers d'élèves, 2000, 3000, 4000 élèves, à Toulouse, à Lyon, à Marseille, partout, il y a des écoles là. À Sarcelles. Et donc, à 22h, 23h, bon, 23h, c'était presque, ça faisait 7 heures, 8 heures de discussion. Alors, le Rav, il a dit, ça y est, on a trouvé la solution, c'est bon, maintenant on fait vite. Il dit, et Mincha, alors on va faire 2. On va faire Arvit et on va rattraper le Mincha raté. Il a dit non. On ne rattrape pas. Parce que rattraper, c'est quand tu as oublié. Mais on n'a pas oublié, on n'a pas besoin de le faire. Quand est-ce qu'il faut rattraper? Si tu dis, oh là, j'ai oublié de faire Mincha, alors tu fais Arvit et après tu fais une deuxième pour rattrapage. Donc c'est dans le Shulchan Aruch, ça. Ah oui, dans le Shulchan Aruch. Mais là, c'est pas que tu as oublié, tu le savais. Mais la Torah a dit, tu ne fais pas, mon fils, ne fais pas Mincha. Ne le fais pas. Donc, si tu ne le fais pas, tu n'as pas besoin de le rattraper. Vous rendez ça? Vous rendez compte un peu? Alors, ce grand Rav, ce méga Rav, il n'a pas fait Mincha une fois dans sa vie. C'est pour quelqu'un qui rate jamais, c'est presque, c'est comme si tu lui donnais un coup de couteau dans le cœur. Mais, c'est comme ça, c'est la halakha. Pour vous dire, voilà, au Segba Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. Celui qui fait une mitzvah, Patour. C'est pas que, bon, tu peux ne pas la faire. C'est interdit pour toi de la faire. Tu peux pas la faire. Tu n'as pas besoin de rattraper. Parce que Hachem me dit, tu n'as pas de mitzvah de la faire. Parce que maintenant, tu dois te préoccuper que de cet homme-là qui était dans la difficulté, qui était en captivité. C'est ce que la Gemara a dit. La Gemara nous dit, Anan, shluché mitzvah anan, uptorim, min asuka. Nous sommes des personnes qui sont, qui sont là pour une mission, et donc on est exempt de patour min asuka. Bravo. Voilà, donc on s'arrête là, et on va faire vite si vous voulez, hein, d'accord? Non. Attends, non, mais c'est vrai, tant qu'on étudie, on n'est pas tour. Quand on a le livre, on peut. La limite, elle est il y a plein de cas qu'on peut, comme ça, avec Arabe, et puis on. Il faut que ça soit une vie. Mais comment tu le. Oui, il faut que ce soit mitzvah. Mais là c'est une mitzvah de structurer l'éducation des enfants en France, tu vois. Quand c'est nos enfants. Hein? Quand c'est nos enfants.
Ouais. Chez nous, par exemple, la femme ne veut pas s'occuper des enfants, il y a des devoirs, il y a des trucs à faire. Tu peux plus, c'est Ça ça. veut marcher comme une ou pas? Et Ah oui, c'est ça. ça dépend. Des devoirs de Kodesh, oui, mais des devoirs de Chol, non. Non, je t'ai fait aujourd'hui, je pose la question. Non, mais ça dépend quel devoir. Je n'ose pas vous demander si j'ai une image de foot.